Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Vous êtes directeur général opinion du groupe IFOP. On est à mi-chemin entre le premier et le second tour des élections législatives, avec deux blocs, celui de la majorité présidentielle et celui de la NUPES, qui sont au coude à coude. Est-ce que les électeurs désirent la majorité relative qui semble un petit peu inéluctable? Inéluctable, l'avenir le dira. C'est vrai qu'il y a un risque certain pour la majorité présidentielle de ne pas avoir une majorité absolue. Ça serait une première depuis qu'on est passé au quinquennat, depuis l'inversion du calendrier électoral. Il faut remonter à 1988. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? François Mitterrand gagne très largement avec son présidentiel face à Jacques Chirac. Et les Français, tout se passe comme s'ils veulent rééquilibrer leur vote. C'est un peu la mécanique qui est en cours. Dans notre sondage au jour du vote, on a une majorité de Français qui souhaitent par leur vote imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Mais nos fourchettes donnent quand même une part importante en majorité absolue. Dans ce cadre-là, l'enjeu, c'est la mobilisation. Donc, c'est-à-dire que c'est une nouvelle élection qui commence dimanche? Je pense que clairement, une élection à deux tours, ce sont deux élections. Et plus que jamais, on est sur une deuxième élection. Il y a eu une sorte d'écrémage avec l'offre électorale qui est maintenant réduite à des duels dans quasiment toutes les circonscriptions, sauf 8. Et il y a un sens de l'élection qui est extrêmement clair. Envoyer Jean-Luc Mélenchon à l'hôtel Matignon, forcer Emmanuel Macron à une cohabitation qui serait une surprise et un véritable coup de tonnerre, ou bien confirmer, comme ça a été le cas à chaque élection législative suivant une présidentielle, le vote de la présidentielle. On est face à cette alternative qui est extrêmement claire. Qu'est-ce qui va peser dans la balance? Je pense, dans la tête des électeurs, notamment des abstentionnistes très, très nombreux. Vous avez raison, 52,5% d'abstention. Et je ramène toujours ces chiffres à des gens, ça fait presque 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter. Là se trouve le principal réservoir. Dans ce cadre-là, la NUPES d'un côté et surtout, je dirais, la majorité de l'autre doivent mobiliser. Et donc, dans ce cadre-là, plus la mobilisation sera forte, plus le différentiel de mobilisation sera important, plus un camp l'emportera, puisque la principale configuration de second tour, ce sont ces duels NUPES ensemble. Dans les arguments, la NUPES accuse la majorité présidentielle de ne pas avoir fait campagne. Ils ont un programme qui est long comme un inventaire à la Prévert avec 600 propositions, mais il y a quand même des choses fortes qui en ressortent. Et la NUPES dit, dans le programme présidentiel, il n'y a rien qui ressort, hormis la retraite à 65 ans. Par exemple, le Conseil national de refondation, qui est annoncé pour le 22 juin, Emmanuel Macron a reçu hier les représentants patronaux, est-ce que ça, c'est un argument qui peut faire tilt auprès des électeurs, puisque c'est censé balancer ce pouvoir jupitérien dont on a affublé Emmanuel Macron pendant 5 ans? Je ne le pense pas. La méthode compte pour les Français, mais l'important, c'est les résultats. Qu'est-ce qui a fait qu'Emmanuel Macron est resté, malgré tout, assez populaire, avec un socle important de popularité pendant 5 ans, malgré des crises inouïes et inédites? C'est son volontarisme, le sentiment qu'il agissait, qu'il transformait le pays. Le soupçon d'inaction lui a jamais été associé. C'est vrai que d'un côté, il y a le récit de la NUPES qui est extrêmement clair, un programme clair, façon programme Cobin, 72 et jusqu'en 1981. De l'autre, il y a, c'est vrai, la figure présidentielle qui, je dirais, symbolise beaucoup de Français, l'ordre, la continuité et le rempart face à Jean-Luc Mélenchon. D'un côté, il y a cette NUPES qui veut installer ce récit d'une cohabitation, d'un rééquilibrage du vote, d'un troisième tour, si je puis dire, présidentiel, terme impropre, mais c'est comme ça que beaucoup d'électeurs... Qui en annonce quasiment un quatrième tour social. Social, ça nous verrons à la rentrée. De l'autre, c'est un TSM, tout sauf Mélenchon, un TSM, tout sauf NUPES, que la majorité essaye d'imposer pour, je le disais, mobiliser. Bien sûr, on dit... Beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter, c'est vrai, beaucoup de catégories populaires. Mais quand l'abstention devient si importante, j'ai envie de dire, le glas sonne pour tout le monde. On a beaucoup d'électeurs de la Macronie, d'électeurs âgés, d'électeurs issus des catégories sociales supérieures et moyennes qui ne sont pas allés voter. L'important, c'est cette mobilisation. Qu'est-ce que vous pensez de l'image d'Emmanuel Macron hier sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, qui partait pour la Roumanie, sur un ton grave, qui a appelé un sursaut républicain pour construire une majorité solide? Mais en même temps, et d'ailleurs c'est là-dessus que Jean-Luc Mélenchon ce matin dans l'interview accordée aux Parisiens cogne en disant pendant 3 jours on va avoir l'absence d'un pilote politique dans le camp de la majorité. Je pense que l'argument de Jean-Luc Mélenchon peut porter assez fortement. Sur le fond, le président, en étant trivial, a fait le job, il mobilise, il fait une sorte de discours de Verdun sur le Doubs, de Giscard d'Estaing sur le tarmac. Vous aurez un programme dangereux pour le pays, celui de la NUPES, l'ordre, ne pas ajouter des désordres hexagonaux au désordre mondial. Mais de l'autre, l'image d'un président sur le tarmac, semblant peut-être fuir, c'est absolument pas le cas, c'est pas la fuite de Varenne, loin de là, mais semblant se désintéresser des questions nationales pour gérer l'international. Alors, soyons clairs.
le regard de l'opinion a très fortement changé. L'international compte beaucoup chez les Français parce qu'il y a cette mécanique à l'œuvre qui est que ce qui se passe à l'international peut avoir des conséquences pour nous. Et ils le vivent dans leur quotidien. Ils le vivent dans leur quotidien, j'allais vous dire, notamment sur la hausse des prix, l'inflation et le renchérissement des prix du carburant. De l'autre, puisque ce second tour semble se résumer à une opposition frontale Mélenchon-Macron, exit Marine Le Pen, exit les Républicains qui sont dans beaucoup de second tours, faute de combattants, Jean-Luc Mélenchon a beau jeu de dire que le président déserte le champ national. C'est un argument qui peut porter. Les atermoiements de la majorité sur les consignes de vote entre d'un côté Rassemblement national et NUPES, ça peut avoir des conséquences ? Je pense que ce n'est pas central chez les Français, mais ces atermoiements... Ça renvoie à des contradictions. Ça renvoie à l'ADN de la Macronie. Qu'est-ce que c'est la Macronie ? Il y a dans la Macronie, depuis le début, un bloc qui vient de la gauche, qui était membre des cabinets socialistes, qui était adhérent, les Clément Beaune, Gabriel Attal et d'autres, pour qui le Front républicain, le combat anti-RN, anti-FN est, je dirais, naturel. De l'autre, il y a des personnes qui sont venues à la Macronie, de la société civile, avec un parcours, avec un habitus politique moins fort, et qui, après 5 ans d'opposition très forte, pour ne pas dire très brutale, de la France insoumise, mettent un signe égal entre LFI et le Rassemblement national, donc éprouvent des difficultés à appeler à voter pour un candidat NUPES, surtout s'il est issu de la France insoumise, face au RN. C'est, je dirais, le résultat de la jeunesse du macronisme. Alors, le premier texte sur lequel les députés vont devoir se pencher, c'est celui sur le pouvoir d'achat. Depuis des années, l'opinion publique, les électeurs, les Français entendent parler, les responsables politiques, de milliards. Maintenant, on est passé à l'échelle des dizaines de milliards. À l'image du programme de Jean-Luc Mélenchon, à l'image du quoi qu'il en coûte, de nombreuses mesures qui ont été prises, soit pour l'hôpital, soit même sur les gilets jaunes. Est-ce que ça n'alimente pas une espèce d'agitation sociale, le fait qu'on a l'impression d'une source d'argent magique qui est intarissable ? Je partage votre point de vue. C'est un peu l'opinion partagée par Dominique Régnier, de la Fondapol. Je partage le point de vue de Dominique Régnier de ce point de vue-là. C'est vrai que quand on regarde les déterminants du vote ou les préoccupations des Français, la réduction de la dette publique n'a jamais été aussi basse dans la hiérarchie des préoccupations des Français. En 2007, c'était un des thèmes majeurs. Même en 2012, après l'élection de François Hollande, et un programme raisonnable en termes de promesses, c'était un thème assez fort parce qu'il y avait la projection dans l'avenir, la crainte que les enfants payent l'addition. Je dirais que le quoi qu'il en coûte, la crise Covid a tout balayé. Les jeunes parlent un peu plus de la dette parce qu'ils pensent qu'elle sera pour eux dans les années à venir. Mais c'est intéressant, c'est frappant de voir à quel point, cette surenchère de promesses, avec comme offre dramatique centrale pour la NUPES, le gratuit, alors que ce n'est jamais gratuit, je dirais, stimule les attentes, les demandes, les revendications et annonce peut-être, vous le disiez, un 4e tour social très fort à la rentrée. Les jeunes, vous disiez, qui commencent à être un petit peu sensibles aux questions de finances publiques, de dette publique, de déficit. Ils sont surtout sensibles à la question écologique qui est totalement absente de ce débat. Oui, déjà, elle était absente pendant l'élection présidentielle. Les fins du mois ont éclipsé, si je puis dire, la fin du monde. C'est vrai que c'est un thème qui passe peut-être, il y a maintenant, il faut le dire, c'est peut-être assez positif, un consensus assez fort entre les parties prenantes, rien que sur les termes du débat, rien que sur les mots. Le mot climat, qui était avant l'apanage de la jeunesse et des écologistes, est maintenant partagé par tous les bords politiques. Mais c'est vrai que ce n'est pas un thème qui a électrisé la campagne, qui a suscité de la mobilisation, même si on a vu qu'au premier tour de la présidentielle, les jeunes qui sont allés voter ont voté fortement pour un programme de radicalité sociale et de radicalité écologique. Au premier tour, la faible part des jeunes qui allaient voter, à peine 25% dans notre sondage jour du vote IFOP fiduciaire, a voté à 45% pour les candidats de la NUPES. Il y a clairement un vote de jeunes radical qui a émergé de cette séquence électorale. Et des jeunes qui majoritairement se sont abstenus. Il me semble que les enquêtes d'opinion montrent généralement qu'ils sont plutôt confiants dans leur avenir, mais une défiance vis-à-vis du corps politique qui est extrêmement forte. Qui n'est jamais vue, qui explique cette abstention massive. C'est une logique de vanité
d'inutilité du vote. À quoi bon voter? Voter est inutile, voter c'est vain. Voter surtout, ça ne change plus mon quotidien, ça ne change plus la vie, ça ne résout plus les problèmes. Vous parliez, Olivier, du climat. C'est cette promesse du politique qui n'est plus respectée, qui est au cœur de la défiance de la jeunesse, qui cherche d'autres moyens d'engagement, l'engagement individuel, qui mieux que moi peut faire avancer ma cause, quelques engagements collectifs et surtout l'engagement sur la question du climat. Merci Frédéric Dabi. Merci.